Eric Maliska. Voilà, c'est ça. Je pose. Enchanté. Voilà, absolument. On dit là. Donc, j'ai marqué de l'auteur suivant, je n'ai pas pu collecter de données personnelles sur le site. Donc, on va dire qu'il est une superposition d'Eric possible. Vingtenaire ou cinquantenaire, lyonnais ou parisien, je ne sais pas, je vais lire. Bon, maintenant je commence à avoir une idée. Il n'y avait pas d'infos là. Sur le site, il n'y avait pas d'informations personnelles. Par contre, il y avait en exergue une citation d'Einstein, Dieu ne joue pas au dé. Alors moi, je suis plus Bohr qu'Einstein. Mais en tout cas, il y a de quoi être commun. Les deux, mais la citation était plus connue du grand public. Donc la citation d'Einstein est plus connue et plus parlante pour le grand public, en effet. Donc bref, a priori, on a des raisons d'être copains. Très bien. Donc, je te laisse, comme les précédents, quelques minutes pour te présenter le livre si tu veux, et après j'aurai quelques petites questions. Je suis auteur depuis peu. J'ai écrit un seul livre, c'était effectivement il y a 2-3 ans maintenant. Donc je suis informaticien dans la vie, donc je suis développeur d'applications. Et je lis beaucoup de SF depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Et donc, j'étais en vacances, j'étais en train de lire un livre de Peter Hamilton, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Donc, il écrit ce qu'on appelle de hard science. Moi, c'est un genre qui me plaît beaucoup, et donc j'ai beaucoup de plaisir à lire ça. Il n'y a pas tant d'ouvrages dans ce domaine-là. Je fais juste un aparté pour nos auditeurs. Dans la science-fiction, il y a plusieurs sous-genres, dont la hard science-fiction, qui est une science-fiction qui se base sur le principe de respecter autant que possible les principes des lois physiques reconnues. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi, de voyager de la Terre à Jupiter en 10 minutes. Enfin, voilà, on essaie de respecter le plus possible les données physiques admises couramment. Voilà, mais ce sont souvent des ouvrages où la science effectivement est au premier plan, avec une sorte de fascination, d'où la citation d'Einstein, effectivement, le fait que j'ai lu des livres de physique quantique, Dawkins et compagnie, et j'en passe. Donc c'est vrai que voilà, c'est pas un genre le plus connu, il représente peut-être 2-3% du marché de la SF, je dirais, à tout casser. Et donc je me suis dit, tiens, est-ce que je pourrais écrire un livre comme celui-ci? Est-ce que j'aurais aussi du plaisir finalement à l'écrire, et est-ce que j'aurais du plaisir à partager ce plaisir au travers de lecteurs? Donc j'ai écrit un ouvrage avec un personnage principal en fait qui est un chercheur au CNRS principalement, ou au CERN, enfin comme on veut, et qui travaille dans un laboratoire de physique quantique, alors avec tout, je dirais, le côté un peu austère de ce genre de métier sur lequel j'aurais peut-être pu effectivement moi-même aller, mais en fait il y avait une sorte de crainte de se retrouver dans des milieux effectivement un peu difficiles, un peu isolés du monde finalement, parce qu'on est dans sa recherche et puis en définitive on en sort peut-être difficilement. Donc le personnage principal est un personnage qui vit cette vie-là un petit peu recluse, qui du coup finit par être un peu asocial et va se lancer dans un projet qui vise à changer la face du monde. Donc là, je n'en dirai pas plus parce qu'il faut lire l'ouvrage pour savoir de quoi on parle. Et alors à l'inverse, pour contrebalancer ça, et avec un peu plus peut-être d'humanité, d'autres personnages qui vont être confrontés à ce projet-là et qui, eux, vont avoir aussi des relations humaines. Donc le livre est un peu difficile à placer, je dirais, parce que il y a effectivement des passages qui vont traiter de la science, manifestement c'est quand même le cœur un petit peu de l'ouvrage, mais il y a aussi des rapports humains, donc certains l'ont perçu comme un thriller apocalyptique par exemple, et donc j'étais plutôt content effectivement que les gens y voient autre chose que de la SF. Non pas que je dénigre la SF, mais c'est pas fondamentalement un livre de science-fiction. Le problème c'est qu'on est obligé de mettre les livres dans une case, et donc à partir du moment où ils rentrent dans une case, ils y sont parfois peut-être un peu à l'étroit, parce que le lecteur s'attend peut-être à trouver des vaisseaux spatiaux, des planètes. C'est pas le cas de cet ouvrage-là. Donc voilà, c'est pour la présentation. Alors du coup, première question habituelle maintenant, pourquoi avoir choisi l'auto-édition? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que tu as envoyé d'abord à des éditeurs? Oui, c'est un choix un peu forcé. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai bêtement vu les éditeurs qu'il y avait dans ma bibliothèque, au travers des livres que je lis moi-même, donc ça faisait une dizaine d'éditeurs. Je pensais que ça se limitait au monde de l'édition, donc j'ai envoyé ces 10-là, qui sont les très grandes maisons d'édition de Noël et compagnie. J'ai pas été effectivement retenu sur ces maisons. Certaines m'ont répondu en me donnant entre autres une explication sur le fait qu'un auteur français de science-fiction, qui plus est de hard science, alors là, pour se faire publier
C'est quand même un peu la croix et la bannière, qui se contentait effectivement de traduire les fameux grands auteurs dont j'ai parlé entre autres. Donc voilà, après j'ai pas cherché sur d'autres petites maisons d'édition, parce que je savais même pas trop que ça existait, parce que moi-même c'est vrai que j'en lis pas beaucoup. Je lis quand même effectivement tous ces grands auteurs, donc j'avais l'impression que le monde de l'édition se limitait à des petites maisons. En fait c'est pas tout à fait le cas. Et puis j'ai plutôt entendu parler de l'auto-édition ensuite rapidement, donc j'ai essayé de faire quelque chose. Mais j'étais plus fasciné par le processus, le fait de dire ça y est, j'ai un ouvrage, c'est le mien, il est là entre mes mains. Ce que j'ai loupé un peu, c'est l'étape promotion, je dirais. Ouais. comme beaucoup voilà, qui se lancent dans l'auto-édition. Donc peut-être le conseil qu'on pourrait donner aux auto-édités, c'est avant de lancer votre livre, même s'il est là et que vous êtes trépignant d'impatience pour en effet le publier, intéressez-vous à la création d'une communauté, d'un site, etc. pour faire parler un peu de vous et espérer ne pas tomber. Voilà, je vais commencer. C'est-à-dire aussi qu'il y a une mise en avant de soi-même, que j'étais pas forcément prête à faire moi-même, ce côté de dire voilà, j'existe, lisez-moi et compagnie. Donc je pensais que ça se ferait un petit peu tout seul ou que ça se ferait pas. Et en fait, ça m'a pas gêné pendant 2 ans que ça se fasse pas. Donc le problème n'était pas là. C'est qu'au moment de décider si j'écrivais un nouvel ouvrage, là je me suis dit oui, bon d'accord, si je prends cette décision-là, le premier, je vais quand même essayer d'en faire quelque chose et effectivement essayer de faire un peu une promotion. Donc j'ai décidé effectivement d'écrire un deuxième ouvrage qui n'a strictement rien à voir avec le premier, qui restera dans de la science-fiction beaucoup plus traditionnelle cette fois, afin de trouver un public aussi plus facilement. Et au passage de ça, je me permets un peu de faire la promotion du premier quand même, en disant il n'a pas été écrit rien, et s'il peut trouver son public et donner du plaisir à être lu, tant mieux. D'accord. C'est vrai que tu mets en évidence un point qu'on a déjà un petit peu abordé plutôt avec quelqu'un d'autre, c'est la frilosité des maisons d'édition à publier des choses qui sortent un petit peu des cases. Donc quand tu es à l'intersection entre plusieurs cases ou quand tu es dans une case un peu trop petite, c'est pas la critique à ma part vis-à-vis des maisons d'édition, mais il faut le comprendre, c'est pas évident forcément de prendre le risque d'éditer quelqu'un si ils ont un cahier des charges en fait, choses qui vont se vendre, etc. Donc c'est vrai que si vous avez un truc qui est un peu à cheval, ça va pas trop quoi. C'est vrai que c'est ça aussi la force de l'auto-édition, c'est de donner la possibilité à des livres d'être, je dis pas après d'être diffusés, d'être lus, etc. Je dirais parfois c'est presque secondaire, mais au moins ils ont une existence. Ils ont le droit de vivre. Et c'est vrai sur plein de domaines, parce que finalement il y a plein de gens, j'ai rencontré au moins 2 ou 3 personnes qui m'ont dit moi j'ai trouvé les lettres de ma grand-mère pendant la Deuxième Guerre qu'elle envoyait à mon grand-père qui était au front, etc. Je me dis compile-les, édite-les, même si ça intéresse 5 personnes, 10 personnes, c'est quand même intéressant que tu ne sois pas perdu, que tu ne sois pas dans un grenier et puis un jour ça va te balancer au feu. Et finalement c'est ça qui est assez plaisant, c'est qu'au-delà du fait que on est un peu une goutte d'eau dans un océan largement, il y a quand même cet aboutissement de c'est vrai qu'il y a ce côté goutte d'eau dans l'océan. Bon, je l'ai découvert un petit peu, mais c'est pas très grave parce que je suis capable de comprendre comment le monde fonctionne aussi. Donc j'en fais pas du tout une affaire personnelle. Aujourd'hui, je fais de la communication. Ça m'oblige aussi moi-même à apprendre des choses, comment communiquer, comment faire une page Facebook, etc. Donc c'est pas inintéressant non plus. Par contre, c'est vrai que du coup, je rentre un petit peu dans le rang sur le deuxième ouvrage, où là, je vais chercher un public, parce que faire quelque chose que les gens ont du mal à trouver, je dis pas à aimer lire, parce qu'il y a forcément un public pour chaque livre. Ça, c'est quand même, on est 6 milliards de personnes sur la Terre. J'ai écrit certes en français, donc ça limite un petit peu, mais il y a quand même forcément un public, j'en suis absolument persuadé, mais on est noyé effectivement au milieu de beaucoup de choses. C'est trouver ce public, effectivement. Il faudrait presque faire du marketing direct, je dirais, et aller traîner dans les forums pour trouver celui qui va correspondre à cette envie de le lire, qui lui ensuite peut-être va en parler, etc. Et c'est vrai, ce que tu décris dans ton parcours, c'est quelque chose qui est assez intéressant, qui est assez commun finalement chez les auto-édités. C'est une espèce de, je ne vais pas mettre de nom dessus, mais une espèce de syndrome de l'imposteur qui est de quand on doit promouvoir son livre, effectivement, quand on est édité, c'est l'éditeur qui le met en avant et qui ajoute sa caution et qui va dire cet auteur-là, il mérite, entre guillemets, donc vous pouvez y aller, etc. Et ça donne une certaine assurance. Quand on est auto-édité, surtout si on a commencé d'abord par démarcher un éditeur et qu'on a été, entre guillemets, refusé, il y a un peu
je m'excuse de vous demander pardon, mais si C'est un vous peu voulez ça, me ouais, dire, ce serait gentil, mais je peux Il y a pas, ce phénomène dans d'autres secteurs. Enfin, je fais un peu de la photographie aussi en semi-professionnel. Bon, il y a pareil, à un moment donné, s'affirmer en se disant je vais faire une exposition, mais oui, je suis photographe. Mais t'es photographe pro ou pas? Ça veut dire quoi pro? T'as vendu une prestation, on est forcément pro. Avoir déjà écrit un ouvrage qui fait 300 pages, clairement on est déjà auteur. Voilà, il faut dire les choses. Après qu'il y ait une ou deux personnes ou qu'il y en ait 2000 qui l'achètent ou 2 millions, bon, c'est mieux quand c'est 2 millions bien sûr, mais enfin on a fait le même travail. Mais c'est vrai que si dans une soirée, comme je disais toujours, où les gens ne me connaissent pas, et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je ne vais pas aller dire spontanément je suis écrivain-auteur parce que c'est pas ça qui me fait gagner ma vie, mais en même temps, si demain je pouvais le devenir et consacrer 100% de mon temps à ça, pourquoi pas? C'est vrai que c'est le métier idéal quasiment, pouvoir faire ça où on veut, s'inspirer de tout ce qui se passe autour de nous, être à une terrasse de café, observer les gens et se dire tiens ça m'inspire telle histoire. Enfin, c'est quelque chose d'assez fabuleux je pense comme activité. Donc je sais que parmi les indépendants, certains ont tout lâché effectivement pour se dire je me consacre et je mets toute mon énergie. Bon, moi c'est pas ce que j'ai fait pour l'instant, parce que c'est pas encore ce que je fais. Mais effectivement ce côté je m'affirme, c'est assez délicat à gérer parce que d'abord notre entourage ne nous donne pas forcément confiance. Bon, ils ont vu qu'on a écrit quelque chose, mais enfin pour eux on n'est pas un vrai auteur. Ils vont lire le dernier Lévy ou le dernier ceci, mais pourquoi pas mon ouvrage à moi? Tiens, tu pourrais aussi te placer chez des copains. Enfin... Oui, c'est vrai. Donc il y a ce problème de légitimité. À partir de quand on va devenir légitime d'ailleurs? Est-ce que c'est simplement le nombre d'exemplaires qu'on a vendus? Enfin bon, c'est un peu bizarre, mais Oui, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas vraiment de critères et c'est assez personnel. Et pour autant, quand on lit... Alors, moi, j'ai pas vraiment beaucoup lu d'indépendants personnellement encore. J'en ai feuilleté certains. Alors, on voit d'ailleurs le même défaut d'écriture, je dirais, chez la plupart. Alors, le mien peut-être aussi, de la même façon. Une espèce d'emphase un peu poussée comme ça. Enfin, on exagère un petit peu notre récit, mais à la limite, si on enlève simplement ce défaut-là, je dirais que ce qu'on lit, c'est tout à fait lisible et c'est tout à fait agréable à lire. Donc, il n'y a pas une grosse différence de qualité, franchement, entre celui qui est édité, qui peut-être aura été un petit peu justement corrigé par l'éditeur, en définitive formaté, édité en fait. Voilà, édité. Mais je pense que le conseil qu'on peut donner à des lecteurs, c'est oser effectivement aller sur l'auto-édition. Il y a des choses qui sont tout à fait sympathiques à lire, vraiment agréables. Et à l'inverse, il y a des choses éditées, des choses qui ne le sont pas. Donc, voilà, ce message-là, il est d'autant plus facile à faire passer qu'il y a des moyens de découvrir l'auto-édition de façon facile, pas chère. Il y a l'Indépendant éventuellement qui est effectivement un magazine gratuit où on trouve des nouvelles d'auto-éditées pour faire découvrir justement les auteurs, pour leur permettre de se promouvoir, etc. Mais il y a aussi, c'est ma dernière question, il y a aussi des plateformes gratuites comme Wattpad, je crois que tu as publié des choses dessus. Alors Wattpad... Wattpad. Si. En fait, Wattpad, donc, je côtoie tous les mardis, on se réunit avec une dizaine, quinzaine d'auteurs indépendants pour échanger nos bonnes idées et ce qui marche pas. J'avais mal compris, c'est-à-dire qu'un auteur, j'avais cru comprendre qu'il avait trouvé une solution avec Wattpad pour effectivement faire connaître son livre. En fait, je me suis trompé, lui, ça n'a pas marché sur Wattpad. Et bon, j'y suis quand même allé, parce que en fait, ce qu'il dit, lui, c'est qu'il faut donner quelque chose de gratuit quand on n'est pas connu, pour se faire connaître, et que les gens aient envie ensuite d'aller prendre le roman, qui lui peut être un peu payant pour quelques euros. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, je suis allé sur Wattpad et je me suis astreint à publier un récit assez court avec un chapitre tous les 10 jours, mais il n'est pas complet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a 5-6 chapitres, donc à tout casser ça fait une vingtaine de pages, donc c'est assez petit. Il reste quand même effectivement dans cet univers-là, puisque c'est un récit parallèle d'un des autres personnages secondaires de cet ouvrage-là. C'est la même histoire, mais mais avec un informaticien en l'occurrence, qui est un jeune stagiaire informaticien qui est présent dans cet ouvrage-là. Mais ça n'a pas trouvé pour l'instant son public. Voilà. Pas encore, parce que l'histoire n'est pas complète, et puis que sur Wattpad il y en a énormément des histoires, et puis surtout il y a des histoires où il y a des gens qui ont des millions de vues, donc j'imagine qu'on a quand même aussi tendance à dire je vais aller voir ce qui est le plus apprécié, ce qui est noté. Enfin, c'est toujours le problème, c'est le problème de la note. C'est-à-dire tant que vous n'avez pas de note, vous ne restez pas en fait dans les meilleurs ouvrages de ceci, les meilleurs de cela, et vous finissez par disparaître. Donc si vous n'avez pas fait
le nécessaire pour que peut-être il y ait un réseau de gens qui vous mettent des notes et vous maintiennent comme ça à flot, vous disparaissez en termes de visibilité, parce qu'on va toujours dire je prends qu'est-ce qu'il y a 5 étoiles, tiens je vais commencer par lire ça, et c'est vrai. Oui, bien sûr. Même moi sur un ouvrage de SF, quand je vais lire pour me faire plaisir, je vais prendre effectivement les ouvrages qui sont déjà édités en livre de poche, donc c'est-à-dire c'est des ouvrages qui ont déjà marché en édition classique, je dirais, qui sont pas en livre de poche. Donc je ne prends pas un gros risque effectivement quand je vais lire quelque chose. Voilà. Ok, et bien écoute Eric, merci beaucoup. Très bien. Bon courage pour l'écriture. Merci. Au revoir.